Salut tout le monde, vous allez bien? Merci pour vos commentaires chaleureux pour la dernière vidéo, ça me fait toujours autant chaud au cœur. D'ailleurs, n'hésitez pas dès maintenant à me dire ce que vous avez lu récemment et que vous avez particulièrement kiffé. J'ai un peu envie d'ouvrir mes horizons d'attente, de lire des choses qui sont différentes de ce que je lis habituellement. Je suis vraiment très curieux de savoir. Qu'est-ce qu'on a lu ce mois-ci? Ce mois-ci, on a lu un barman innocent, pas si innocent, un gamin moche et méchant. On a lu un Londres dystopique et magique, un type qui maigrit sans cesse, et enfin un James Ellroy en colère. Alors, qu'est-ce qu'on a lu en novembre? Tout d'abord, on a lu Quand vient la nuit. Quand vient la nuit, c'est écrit par Denis Lehane et c'est publié en France en 2014 par la maison Payot et Rivage. L'histoire de publication de Quand vient la nuit est assez complexe, alors reste avec moi. D'abord, on a Denis Lehane qui écrit une nouvelle qui s'intitule Animal Rescue et qui est publiée en 2009. Hollywood aime beaucoup cette nouvelle et en veut un scénario que Denis Lehane lui-même va se charger d'écrire, tant mieux d'ailleurs, comme ça l'histoire est bien respectée. Le bouquin, c'est donc la novélisation du scénario du film, bref. Le film, je l'ai pas vu, mais il a un casting sympa, on a Tom Hardy, qui a le rôle principal, on a Noomi Rapace, on a encore James Gandolfini, le dernier rôle de James Gandolfini, qui d'ailleurs avait joué dans la série Les Sopranos. D'ailleurs, j'adore Denis Lehane, en particulier sa saga avec ses deux détectives, Kenzie et Gennaro, les deux détectives de Boston, là, c'est vraiment top. Donc, Quand vient la nuit, ça parle de quoi? On a un type seul et solitaire qui s'appelle Bob et qui travaille dans un bar à Boston avec son cousin, Marv. Et Marv, avant, c'était le propriétaire du bar à l'époque où il faisait lui-même partie d'une mafia, d'un gang. En fait, le bar, il a été racheté par la mafia tchétchène. Et maintenant, ce truc, il sert de dépôt pour blanchir l'argent de la drogue que vendent les Tchétchènes. Et donc, entre braquage du bar et sauvetage d'un petit chiot qui est Bob va se rappeler qui il était et replonger dans une spirale de violence qu'il avait tenté d'abandonner. Et alors qu'est-ce qu'on pense de Quand vient la nuit? C'était franchement pas mal. Le roman il paye pas de mine, il est pas très long et le rythme il est d'abord assez doux. Le principe du roman il repose pas sur la violence qui est présente par touche vraiment intense, mais qui est subtilement contrebalancée avec des moments de douceur. On est plus en présence d'une étude des personnages en proie à la violence que un récit, un polar banal quoi. Et c'est franchement bien écrit. Ces personnages sont tous brisés et méchants à certains degrés et tentent de trouver leur place ici-bas, souvent par l'intermédiaire de la violence. Et en vrai, c'est une très bonne introduction, je trouve, au travail de Denis Lehane, qui nous sort tout de même à un récit qui est plus tranquille que les habituelles enquêtes de Kenzie et Gennaro. On a lu Souvenir d'un pas grand-chose, qui est écrit par Charles Bukowski. C'est publié aux USA en 1982, c'est en 1984 en France, par la maison d'édition de Grasset. Là, j'ai la version de poche 10-18. Dans la vidéo de septembre, on avait parlé de Demande la poussière de John Fante, qui était un roman semi-autobiographique dans lequel John Fante s'écrivait en tant que Arturo Bandini, un jeune écrivain de Los Angeles, en pleine crise. Un jour, Charles Bukowski, il tombe dessus dans une bibliothèque et c'est le coup de cœur en fait. Tellement qu'il se lance dans une carrière littéraire lui-même, plus ou moins suite à cette lecture, et qu'il a préfacé ma version de Demande à la poussière. Et puis aussi, Panayotis Pasco en parlait dans un book club de Combini, et sa description m'avait vraiment intrigué, alors je me suis laissé tenter. Souvenir d'un pas grand chose, c'est quoi? À l'instar de John Fante, c'est un roman semi-autobiographique où Charles Bukowski, il va décrire son enfance vraiment sans phare, et il va pas en cacher la laideur. Le roman, il se déroule sur 21 ans, donc entre 1920 et plus ou moins la naissance de son personnage et donc de lui-même à Pearl Harbor. Donc on va suivre l'enfance d'Henry Chinaski, Charles Bukowski, les premiers souvenirs balbutiants, sa scolarité complexe et sa relation encore plus difficile avec ses parents, entre un père qui le bat et une mère qui laisse faire. Et en plus, Charles Chinaski, il a le malheur d'être moche et méchant, il aime se battre et encore se battre, et vraiment il insulte tout le monde quoi. Et alors qu'est-ce qu'on en pense? Je mettrai le bouquin en parallèle avec Demande à la poussière, mais aussi avec L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, qui est un autre classique subversif de la littérature américaine que j'avais beaucoup aimé, avec un adolescent qui est un loser pathétique, paumé, et qui arrive pas à trouver une porte de sortie à ce malheur. Et j'avais vraiment kiffé ces deux œuvres là, et c'est sans surprise que j'ai aimé celle-ci aussi. On déteste Chinaski autant qu'on a pitié de lui. Le roman il est humain, il est acide, et du coup le personnage de Chinaski il répond à la violence que par la violence. Il initie aussi cette violence des fois, il se bat, il respecte pas, il répond, il insulte. Bukowski il cache vraiment rien de ce qu'il est et de ce qu'il a été, et c'est aussi rafraîchissant que gênant. On comprend bien d'où vient la méchanceté du type. Bukowski il fait rien pour justifier cette violence, il fait rien pour justifier et ni excuser les agissements de son personnage principal, de lui-même donc, et les deux sont des produits de leurs conditions sociales. On a lu Saison d'os, qui est le premier tome d'une saga littéraire qui s'intitule Bonne Season. Tu te souviens, le mois dernier, on avait discuté des bouquins que mes potes m'avaient offerts pour mes 27 ans, et il y en a encore quelques-uns, dont celui-ci. Bonne Season, c'est écrit par Samantha Shannon, et c'est publié en 2014 chez J'ai lu, et c'est réédité du coup en 2021 par Desactus. Au Royaume-Uni, c'est publié en 2013, alors que l'autrice a 21 ans, et ça je trouve que c'est une dinguerie. Tu vas certainement me dire que Christopher Paolini, il a publié Eragon à 15 ans, mais Eragon, franchement, c'est pas si top. Alors c'est très bien pour un
un adolescent de 15 ans, mais ça sent que c'est écrit par un adolescent de 15 ans, quoi. Et bah, Samantha Shannon, elle est vraiment fan d'Harry Potter, et ça se ressent de ouf dans le roman et de son récit. Elle a aussi écrit Le Prieuré de l'Oranger, et apparemment c'est banger. Donc on va voir est-ce que mes potes ont visé juste cette fois. Saison 2, ça parle de quoi? Bah je vais te dire ça tout de suite. Le roman il s'ouvre en 2059 à Londres, et alors l'ambiance elle est pas du tout au beau fixe. La population elle est séparée en deux. Globalement c'est ceux qui ont des pouvoirs et ceux qui en ont pas. Et en clair, ceux qui ont des pouvoirs sont des fugitifs, hein, ils sont chassés. Et dans ce contexte, il va y avoir des mafias magiques qui sont omniprésentes, et c'est pour un de ces gangs que travaille Paige Mahoney, qui est la protagoniste de l'histoire. Et alors qu'un jour elle part en mission pour son gang, elle est chassée par des types qui portent des vestes rouges, elle est mise en prison. Une prison qui se situe à Oxford. Du coup, elle est emprisonnée pour que ses pouvoirs ils soient cultivés par des bougs qui viennent d'un autre monde, qui s'appelle, c'est des Réphaïtes. Et Paige, elle va être achetée en tant qu'esclave par Warden, qui est un Réphaïte qui est sombre, qui est beau gosse, qui est intimidant, discret et tout. Il est pas aussi vilain que Paige voudrait le croire. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce premier tome de bonne season? Et en vrai, c'est pas mal du tout, hein, c'est chambé. On a une espèce d'Harry Potter bien en colère, bien sanglant. Paige, c'est une héroïne qui est violente, qui est énervée, qui est irrévérencieuse, elle est très cool à suivre. L'univers dystopique, il me plaît beaucoup. C'est sanglant, c'est vénère, c'est vraiment un point fort, quoi. Il y a plein de pouvoirs, et ces pouvoirs-là, ils sont bien exploités, ils sont bien expliqués. On s'y retrouve, quoi. Même s'il y en a un peu trop, on s'y retrouve quand même. Après, il y a un point qui me plaît pas. C'est la relation entre Paige et Warden, là, son maître. C'est un peu un spoil. Alors, si t'es intrigué par le roman, tu peux passer au bouquin prochain directement. Là, je te laisse un peu de temps, hein, tranquille. Voilà. En fait, tu vois, il y a une espèce de romance qui se dessine entre les deux personnages. Pas vraiment subtil. On sait que c'est écrit pour ça, tu vois, et je sais que ça plaît, mais quand ça part comme ça, ça me sort du récit, mais c'est qu'un détail. On a lu La peau sur les os de Stephen King / Richard Bachman. C'est publié en 1987 par l'éditeur de Toujours du King en France, Albin Michel. On continue ma quête perpétuelle de compléter la bibliographie du maître de l'horreur. Ici, on chronique le 52e livre de Stephen King que je lis. De son côté, c'est son 14e bouquin qui est publié, entre différentes saisons, qui est un très bon recueil de nouvelles, qui contient entre autres Shawshank Redemption et Peur Bleue, que j'ai pas encore lu, mais qui est dans ma bibliothèque par là. Fan du bonhomme, j'ai fait un top 25 de ces livres que j'avais lus. Je te mets le lien de la vidéo là-haut, si tu l'as pas encore vu. N'hésite pas à me dire quel est ton bouquin préféré de lui. Ça m'amuse. Alors, La peau sur les os, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'un avocat qui est riche, qui est méprisant, et surtout qui est obèse, Billy Alec. Il est très riche et très gros, hein, Stephen King, il insiste bien là-dessus. Et un jour, il roule dans sa grosse caisse de riche, là, et sa femme, prend l'initiative de s'occuper de lui, on va le dire comme ça. Je vais pas te faire un dessin, hein, voilà. Bref, Billy est déconcentré dans sa conduite. Il voit pas la vieille dame qui traverse la route entre deux voitures, et il est là-dessus. Il va y avoir un procès, mais Billy va être totalement acquitté à ce procès-là. Et le père de la vieille dame va le maudire. Il va lui dire un seul mot, maigri. Et à partir de là, Billy va perdre 1 kilo par jour et initier une course contre la montre pour stopper ce maléfice avant de mourir. Et alors, qu'est-ce que j'en pense? On n'est pas du tout sur le meilleur King. C'est pas franchement top. Par exemple, il serait pas dans mon top 25. C'est pas nul non plus, mais c'est un peu sans saveur, quoi. Il y a un peu de bon. Le personnage, il est moralement gris, il est très imparfait, il a des accès de colère bien vénères, il est rancunier envers sa femme. C'est pas franchement un chic type, et je trouve ça assez rafraîchissant. Le mysticisme autour de la culture gitane est assez bien réussi, c'est cool, mais pour le moins bon, c'est le bordel. Le roman il commence alors que Billy maigrit déjà, et puis on comprend la situation grâce à des flashbacks qui sont mal foutus, donc on est un peu perdu. Et puis le roman, il est quand même clairement dépassé dans son langage et dans la façon d'aborder la différence, que ce soit la différence de poids ou de culture, avec la culture gitane. Il y a un truc très années 80 qui est assez défraîchi dans ce roman qui passe beaucoup moins maintenant. Et puis Stephen King il a des chevilles d'une taille peu banale parce que il se référence dans ses bouquins, et ça il faut arrêter, monsieur. Pour finir le mois de novembre, on a lu LA Confidential. C'est écrit par le délicieux James Ellroy. C'est publié en France en 1990 par la maison d'édition Rivage. C'est le 3e tome d'une saga officieuse nommée Le Quatuor de Los Angeles. Le premier tome, c'est Le Dahlia Noir, publié en 1987, et c'est un classique du roman noir qui propose une solution fictive à un crime réel, le meurtre d'Elizabeth Shore, une jeune actrice de 22 ans, tuée le 15 janvier 1947. Le 2e tome de ce Quatuor, c'est Le Grand Nulle Part, publié un an après, et qui est l'un des meilleurs polars que j'ai lu, si ce n'est le meilleur. La saga se conclut avec White Jazz, dont on reparlera très vite. D'ailleurs, LA Confidential, ça a été adapté au cinéma par Curtis Hanson, avec des énormes noms du cinéma comme Russell Crowe, Guy Pearce ou encore Kim Basinger. Je l'ai vu il y a longtemps, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment pas mal vu. LA Confidential, de quoi ça parle? À l'instar des 2 premiers tomes de la série, on prend pour base des points de vue différents de 3 flics de Los Angeles, et les points de vue vont se croiser dans l'histoire. On aura Wendell White, qui est un flic brutal et violent, qui a vu sa mère mourir sous les coups de son père, et du coup qui va vraiment partir dans une quête de vengeance contre les maris qui battent leurs femmes, contre les hommes
hommes qui battent les femmes en général. On aura Edmond Exley, un jeune flic intègre mais qui a les dents longues et qui veut absolument surpasser son père, qui est un ancien grand nom de la police de Los Angeles. Et enfin on aura Jacques Vincennes, qui est un flic un peu pourri, qui fournit des ragots à la presse à scandale sur les stars d'Hollywood qui couchent ensemble, qui se droguent, machin. Et les trois destins vont se mêler autour de l'enquête d'une fusillade dans un café qui a fait 6 morts. Et alors on en pense quoi? C'était top, un peu moins bon que les 2 tomes précédents quand même, qui est moins marqué à la fin par ce que je venais de lire. Et puis on se débarrasse bien vite des événements du tome précédent, puisque les deux sont liés. Mais sinon, à l'instar des 2 tomes, James Ellroy, en avant des flics détestables, parvient à nous faire aimer. L'enquête elle est froide, elle est perturbante, elle est confondante, mais fluide aussi. Le récit il prend place sur une dizaine d'années. Et il y a une véritable évolution dans la caractérisation des personnages sur tout ce temps. James Ellroy aussi, dans l'enquête, il accumule habilement les fausses pistes, et la narration elle est particulièrement bonne, elle est particulièrement forte. C'est synthétique et direct, comme les flics nous narrent. C'est brutal, c'est brut et c'est ultra efficace. C'est ma recommandation du mois. Merci à tous encore une fois. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok si ça vous dit. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez particulièrement aimé lire récemment ou ce que vous avez détesté. C'est toujours un truc qui me fait kiffer. Le mois prochain, pour conclure 2023 et décembre, on va parler de voyage en train, on va parler d'un enfant qui vole, on va parler d'un ours et d'un tigre, d'une moustache qu'on rase et d'un club de bagarre dont on parle pas. Alors, au mois prochain. Salut!